Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Eriri Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, les podcasts qui donnent la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et de liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, ariri_editions, ou sur Facebook, ariri.linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Avant de continuer, je souhaitais vous dire deux mots. D'abord, un grand merci à tous les invités que j'ai pu interviewer sur le podcast. Merci pour votre confiance et merci à vous toutes et tous qui écoutez les épisodes depuis le début avec intérêt et bienveillance. Comme peut-être vous le savez, à côté du podcast, je suis en train de développer les premiers modèles de ma marque, les prêt-à-porter en lin et Riri. Le point de départ de ces modèles a bien été évidemment la matière, d'où la création de ces podcasts à la rencontre des acteurs de la filière, car j'avais envie de tout savoir sur cette fibre durable et de vous montrer ces étapes de fabrication de la graine à la confection. Créer des modèles qui soient bien conçus et à la fois désirables prend du temps, mais là, après quelques galères, c'est bien parti. Alors si vous êtes curieuse et curieux de savoir qui se cache derrière cette nouvelle marque, et surtout quelles sont les valeurs, et être averti du lancement en avant-première, laissez-moi votre contact, un formulaire se trouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Clémence Régnier, artisane et noblisseur. L'ennoblissement est un terme qui signifie en quelque sorte rendre le textile noble. Il s'agit donc d'apporter un textile qui lui soit sous forme de fibres, de fils, de tissus, de tricots, des caractéristiques finales. Parmi les étapes d'un processus d'ennoblissement, étapes dont peut-être vous avez déjà entendu parler, il y a le lavage ou le blanchiment pour préparer les textiles à ce qui va intervenir ensuite, la teinture, l'impression, les apprêts, qui sont des traitements physiques, mécaniques ou chimiques. Les formations et les expériences professionnelles ont permis à Clémence d'acquérir des connaissances sur les différentes facettes de l'ennoblissement. Aujourd'hui indépendante, elle a créé à Nantes un atelier, un espace de conception et de création textile où elle met au cœur les savoir-faire manuels. Un espace ouvert aux autres qui souhaitent apprendre, se former et collaborer. Bonjour Clémence, comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Et toi, Florence? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc, je suis imprimeur et teinturière textile. Je travaille des procédés manuels dans mon atelier nantais. Et je suis également enseignante à l'ENSAAMA, c'est l'école supérieure des arts appliqués et des métiers d'art à Paris. Et je suis formatrice pour un centre de formation pour les professionnels qui s'appelle APPH. Voilà. Tu es donc un noblisseur, c'est comme ça que tu te présentes. Peux-tu nous expliquer la phase d'énoblissement de la filière textile et donc ton métier? Donc l'ennoblissement, c'est même plus qu'une activité, je dirais que ça fait partie du secteur de l'industrie textile et c'est un secteur à proprement parler. C'est un secteur qui rassemble des tas de métiers. Il y a 4 grandes familles dans le secteur de l'ennoblissement. Il y a toute la famille des pré-traitements, donc tout ce qui va être le nettoyage et la préparation de la matière. On va avoir les teinturiers, les imprimeurs et aussi tous les gens qui font des apprêts textiles, donc qui vont donner une caractéristique plus technique à la matière ou également des caractéristiques de surface, donc le rendre donc imperméable, mais aussi qui vont émeriser la matière, qui vont la rendre un peu peau de pêche. Tout ça, ce sont des gens qui font des apprêts textiles. Tout ce corps de métier-là forme le secteur de l'ennoblissement textile. Moi, je le pratique de façon très artisanale. Aujourd'hui, l'ennoblissement, donc c'est un secteur qui est très important dans l'industrie textile puisque c'est lui qui donne toutes les caractéristiques esthétiques et techniques à la fibre en fait. Donc elle va lui donner sa couleur, son motif et donc toutes ces caractéristiques aussi donc de surface. Personnellement, je le pratique de façon artisanale dans mon atelier, presque plus un atelier de collection d'artisanat d'art. Et quelle formation as-tu suivi? Alors, j'ai fait donc un diplôme qui s'appelle donc le BTS et c'était productique textile option ennoblissement. Donc tout de suite, je suis partie dans ce secteur de la chimie de la matière et je l'ai fait à Lyon au lycée Martinière Diderot, qui est un très beau lycée textile. Et puis après, j'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai fait
un doc d'histoire de l'art à l'université, ce qui m'a aussi beaucoup apporté, sur l'histoire, sur les matières et me rendre compte aussi que mon métier est un métier vraiment ancestral. On teint et on imprime les tissus depuis toujours. Depuis que l'homme s'habille, l'homme teint ses matières, lui donne une couleur, une identité. Après, j'ai fait une formation au centre de design textile, au centre de design et d'impression textile de Montréal. Donc une longue expérience et donc qu'est-ce que l'ennoblissement, représente pour toi? C'est une source de création infinie. L'ennoblissement, on apporte l'identité, donc les caractéristiques comme à la matière, et ça, j'aime particulièrement cet aspect-là. On donne vraiment l'identité à la fibre. Et ce que j'aime également beaucoup dans ce métier, c'est toute l'expérience, l'expérimentation qui va autour de cette chimie qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment l'impression que c'est infini et qu'on a une possibilité infinie de créer des couleurs, créer des effets textiles. Je m'ennuie pas. Oui, tu as tout de suite, trouvé, ta voie? Tu as tout de suite, compris, que c'était ça que tu voulais faire ou tu as cherché, un peu avant? Tout de suite, j'ai fait ça, j'ai eu mon bac et tout de suite après, je suis partie, dans cette filière-là parce que, j'ai toujours été bonne en chimie. J'ai vu l'aspect créatif de ce métier tout de suite et ça m'a beaucoup appelée en fait, parce que la chimie, je voyais ça un peu ennuyeux en fait, en laboratoire et là, la chimie de la couleur, la chimie des matières textiles, ça m'a tout de suite appelée. Voilà, j'ai pas eu de doute. Quand j'ai trouvé cette formation, je savais qu'elle était pour moi. Bah, effectivement, la partie chimique, c'est une partie qu'on je sais pas, peut-être c'est la partie la moins évidente quand on parle, par exemple, de teinture. Les personnes qui ont participé à des ateliers, savent, mais je pense qu'en général, je sais pas si la chimie, c'est c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais en réalité, oui, c'est ça, en fait, c'est de la chimie des ingrédients qu'on utilise, des matières et l'action avec l'air, et cetera donc Ah bah, oui, oui, il y a, la température, c'est finalement quand on fait de la cuisine le soir, c'est une forme de chimie aussi, tout est chimie un peu, dès qu'il y a une réaction qui se passe, c'est de la chimie et là, le fait que les colorants montent à l'intérieur, que ce soit des colorants donc soit des colorants naturels, des colorants synthétiques. Le fait que le pigment s'accroche à la matière, eh ben, c'est de la chimie, quoi. C'est une réaction entre la fibre et le colorant. Et on va ajouter des auxiliaires pour que ça fonctionne. Donc, on parle d'acide acétique, mais finalement, l'acide acétique, c'est du vinaigre. On va parler d'acide citrique, mais l'acide citrique, c'est du citron. On va travailler avec du gros sel. Ça reste des produits peu agressifs. Oui, oui, c'est de la chimie douce, peut-être, on peut dire ça. et justement, tu as ouvert un atelier à Nantes. Pourquoi tu as ouvert ton propre atelier et puis qu'est-ce qu'on peut, y faire et y trouver? J'ai ouvert mon atelier parce que, comme je te le disais juste avant, ce qui m'anime dans ce métier, c'est vraiment l'expérience et c'est vraiment réussir à trouver des nouveaux effets textiles. C'est vraiment ce que j'aime et c'est aussi mettre au point des recettes de couleurs, d'encre qui apporteront des caractéristiques à la fibre. Et ce type d'atelier existe assez peu, on propose assez peu ce service-là pour les professionnels du secteur. Donc, je me suis lancée en arrivant dans ma région native et il y avait peu d'offres, donc je me suis lancée. Je me voyais pas arrêter, donc la solution c'était de créer un atelier. Donc je l'ai fait et je suis très contente vraiment. C'est une belle expérience. Et puis dans mon atelier, quand je n'accueille pas donc des professionnels en formation, c'est un espace de travail que je considère donc comme un peu mon laboratoire d'expérimentation et j'aime réinterpréter les techniques traditionnelles donc pour créer des nouveaux effets textiles. Et donc en outils, après, je vais avoir ma table de sérigraphie, mes cadres, des cuves de teinture, une cuve d'indigo, il y a des poulies, des cordes, des bâtons pour teindre, il y a plein de choses comme ça. Un petit carrousel aussi qui permet d'imprimer des t-shirts. Voilà, concrètement, c'est ça. Il y a plein de pigments, plein de colorants. Il y a plein de poudres de nature différentes. Il y a des décoctions d'artichauts, voilà, et d'autres plantes aussi qui sont là, qui sèchent et c'est ça. Et quelles sont les techniques, les savoir-faire que tu proposes à ceux qui ont envie de s'initier, et même pour les créateurs?
Alors, je propose donc de l'impression textile sur table, dite des tables à la lyonnaise. Donc c'est une grande table qui permet de faire des imprimés en all over. Donc on va vraiment imprimer toute la surface de la matière dans sa largeur, dans sa longueur. Ensuite, j'imprime aussi sur un petit carrousel, 4 couleurs, qui permet de faire des t-shirts sur des pièces montées. J'ai une cuve d'indigo également. Je travaille l'indigo et tout ce que j'ai pour travailler moi, j'initie les gens à ça également, hein. Les gens peuvent apprendre à travailler l'indigo, monter une cuve d'indigo. Donc, je travaille avec une cuve par fermentation. Donc, je travaille beaucoup le shibori, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une technique de teinture japonaise, qui est une technique de teinture par pliage. Donc ça j'aime vraiment faire ça. Voilà, et puis après, bah, la teinture synthétique, la teinture végétale. Donc là, pour ce qui concerne la teinture synthétique, quel est ton approvisionnement? C'est-à-dire, tu as des fournisseurs pour cela, c'est ça? Oui, alors c'est très difficile à trouver pour des petits ateliers comme le mien parce que les gros fournisseurs de colorants synthétiques ne livrent que par 25 ou 50 kilos. Et moi, il me faut 1 gramme pour faire un bain de teinture. Donc voilà, 25 kilos, j'en ai pour toute ma carrière. Donc c'est très compliqué de pouvoir stocker ce genre de quantité. Donc c'est très difficile de trouver des produits petites quantités. Je me fournis en Angleterre avec des gens c'est une entreprise qui s'appelle Chemtex, mais c'est eux-mêmes sont tout petits. C'est vraiment une toute petite entreprise avec laquelle je travaille, voilà, qui font du reconditionnement de produits. Sinon, après, tout ce qui est toutes les encres, je travaille avec une entreprise belge. Principalement, je travaille avec plein de gens différents selon ce que je cherche. Mistral Graphique, il y a plein d'entreprises différentes, mais pour les colorants synthétiques, c'est Chemtex vraiment en Angleterre avec lesquels je travaille principalement. Puis après, colorant naturel, ben ça, je travaille avec Couleurs de Plantes ou Green Ink en France, qui sont de très belles entreprises. Et donc, voilà, de point de vue, du coup, chimique, est-ce que tu peux juste nous expliquer, quelles sont les différences, entre, les colorants, synthétiques et les résultats qu'on peut obtenir, en teinture, naturelle? Donc ce sont tous des colorants, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Donc ce sont tous des petites molécules qui vont rentrer à l'intérieur de la fibre. Après, les colorants naturels, la plus grande difficulté aujourd'hui, ça va être la reproductibilité des couleurs. Parce que, ce qui est aussi une grande qualité dans cette famille de colorants, les naturels. Par exemple, si on prend typiquement, la Garance. La Garance qui donne des rouges, c'est ça, c'est que ça donne des rouges. Ça donne, je pense il y a, je sais pas, 30 ou 50 nuances de rouge possibles. La Garance, c'est infini. Et donc, déjà, si on parle de construction de la couleur, elle se construit avec les trois primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Donc on travaille vraiment avec nos primaires et on a, selon la création de telle ou telle couleur, on va avoir peut-être 3 ou 4 rouges, 3 ou 4 bleus, 3 ou 4 jaunes différents et on travaille en bain pour les colorants synthétiques avec ces différents jaunes, différents bleus, différents rouges. Et le problème des teintures donc, naturelles, donc, par exemple la Garance, c'est qu'une plante peut produire des tas de rouges différents et c'est assez difficile à reproduire et à stabiliser les bains. Et donc, le monde dans lequel nous sommes, les collections veulent que les couleurs soient. Ils nous envoient des cartons de couleurs et il faut qu'on reproduise ces couleurs. Et c'est très difficile avec des colorants naturels de reproduire à l'exact les couleurs. Après, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui sont faites pour justement faire évoluer cette étape-là, qui sera décisive, je pense. Et il y a une autre chose qui est difficile avec le colorant naturel, c'est que le colorant naturel, on doit préparer la fibre en amont, en plus des pré-traitements, hein, parce qu'on doit toujours préparer une fibre avant la teinture. On doit toujours la laver, parfois même, il faut enlever les enzymes naturelles qu'il y a, les cols naturels qu'il y a sur la fibre ou des cols synthétiques qui ont été mis pour tisser. Et donc, il faut toujours enlever ça. Mais en plus de ça, pour que le colorant accroche à la fibre, la plupart du temps, nous sommes obligés de procéder à une étape que nous appelons le mordançage.
et il faut venir mordancer la fibre et donc ça, c'est une étape supplémentaire que nous aurons pas avec les colorants synthétiques. Donc qui dit une étape supplémentaire dit un bain en plus, donc des grands volumes d'eau utilisés en plus. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué, mais encore une fois, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui permettent de faire le mordançage en même temps que la teinture pour limiter la consommation d'eau et avoir un gain de temps. Oui, donc oui, effectivement, chacune a ses propres, comment dire? Contraintes et points positifs, si on peut dire comme ça, selon, ce qu'on veut créer, en fait. En colorant synthétique, oui, on va pouvoir reproduire les couleurs parfaitement, ce qui est un plus pour la production aujourd'hui textile. Et aussi, la consommation de poudre est très faible en fait. On met très très peu de poudre dans un bain pour que ça fonctionne. Pour avoir une couleur très intense, on met très peu de poudre. Et ça, c'est un autre avantage aussi. Et quelle est ta technique, de prédilection? Alors, bien moi j'aime beaucoup la teinture et la sérigraphie, l'indigo, tout ce que j'ai développé ici dans l'atelier, c'est vraiment 3 pratiques que j'aime particulièrement. Après j'oscille entre, cours de ma carrière professionnelle, j'ai vraiment été longtemps teinturière et je ne faisais plus que ça. Et puis aujourd'hui, je fais beaucoup plus de sérigraphie et j'apprécie de changer un peu d'activité comme ça. Après ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment la création de couleurs. Et donc ça, je peux l'appliquer à la teinture et à la sérigraphie, mais j'aime particulièrement créer les couleurs. On reviendra alors, tout à l'heure, parce que je voulais te demander, justement teinture, la sérigraphie sont des métiers ancestraux, comme tu as dit, qui sont devenus peu représentés. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au travers de ton projet et de ton métier? En étant enseignante et formatrice, je me rends bien compte que j'ai envie de transmettre toutes mes connaissances sans exception et je donne tout ce que je sais. Voilà, et je continue à apprendre pour encore plus donner parce que je trouve que le partage, c'est merveilleux. En donnant, on reçoit énormément aussi. Donc c'est vraiment, j'essaye de transmettre le plus possible et de faire connaître le plus possible mon métier parce que déjà, il est important de le faire en sensibilisant les gens sur la manière dont est fabriqué le textile, comment sont fabriqués leurs vêtements et parfois dans quelles conditions désastreuses sont fabriqués ces vêtements-là aussi. Donc c'est important que les gens se rendent compte de ça. J'essaye vraiment de sensibiliser le plus de public possible à ce métier et je pense que ce métier qui aujourd'hui est en train de se perdre est très important pour la filière et puis plus on sera nombreux à le pratiquer, plus il y aura de changements finalement. Plus les choses vont évoluer et plus la création va se faire. C'est, comment dire? Ce sont des métiers, on peut apporter encore de l'innovation, non? C'est Bien sûr, il y a plein de choses à faire aujourd'hui dans ce métier-là. Il faut réfléchir à nos moyens, nos méthodes de production qui sont écologiquement très questionnables. Hein. Je ne vais pas t'apprendre ça, c'est sûr. Ça fait vraiment partie de ma mission, entre guillemets, c'est vraiment de sensibiliser les gens au mode de production pour vraiment les futurs designers que je forme à l'école pensent à des nouvelles méthodes. Il faut connaître la matière, il faut savoir comment elle fonctionne pour trouver et réfléchir à des nouvelles méthodes de production. il y a tellement à savoir parce que même avant et comme tu dis effectivement, même avant d'arriver à l'ennoblissement, savoir comment les fils fonctionnent, savoir comment la matière a été, la structure de la matière, c'est important quoi. Donc chaque métier a ses spécificités, secrets, c'est vraiment très intéressant. Et qu'est-ce que l'effet main, t'apporte? Je trouve que le travail manuel oblige l'artisan à prendre le temps pour chaque étape de préparation. Et on se rend compte de l'importance de chacune d'entre elles. Le travail de la main permet de prendre le temps, de toucher la matière et de comprendre son fonctionnement. Après, ce que j'aime par-dessus tout vraiment dans le métier, dans le travail manuel, c'est la place de l'accident. Le fait de ne pas avoir placé parfaitement son cadre sur le textile, même si on est très rigoureux et même si on fait vraiment attention à chaque étape, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire pour avoir un travail de qualité, mais on n'est pas parfait. Donc on va toujours avoir un petit couac, un petit accident qui va apparaître sur la matière
Et cette, tâche entre guillemets, c'est pas forcément des grosses tâches, hein, mais cet effet visuel involontaire en tout cas, je trouve que c'est la signature du travail manuel. C'est ce qui fait qu'on travaille à la main, c'est que c'est pas parfait. C'est pas parfaitement calé, c'est pas parfaitement, et c'est terrible, hein, parce qu'en sérigraphie, ça se voit tout de suite. Et je trouve que ça crée le charme de la sérigraphie et ça crée le charme de la teinture, après, les clients sont pas toujours d'accord avec moi, mais moi j'adore ces imperfections. Bien évidemment. Mais bon, après, il faut voilà, ça, c'est une question justement de sensibilisation et de sensibilisation, par rapport aux valeurs, du travail, fait main et aussi de se dire qu'en fait, voilà, pourquoi aspirer, forcément à la perfection? C'est pas La perfection, la reproduction de couleurs, elle exacte, c'est des modes de consommation actuels qui tendent à ça. où tu puises, ton inspiration pour tes motifs? J'ai vu des motifs sur ton site internet, pour, Beaucoup dans les vieilles gravures, les vieux magazines, beaucoup dans les livres, même les livres d'art. Là, le dernier, c'était Paul Klee, par exemple. Je regarde, il y a un petit détail qui m'inspire et puis je vais redessiner des maisons, là, il n'y a pas très longtemps. La peinture m'inspire pas mal. Après, la nature, les petites choses, les petits détails de la vie m'inspirent. Il y a beaucoup de choses que je trouve très jolies. De là, se créer des motifs. et selon toi, quels sont les défis de ton métier et les aspects, méconnus? Ben, on en a un peu parlé, les défis, je pense que c'est vraiment réfléchir à je pense que nous, artisans, créateurs, designers, j'espère qu'on va évoluer pour que les productions, on travaille avec les industriels. C'est ce que j'essaye un peu de faire aujourd'hui. J'essaye de faire de la recherche et développement pour des entreprises, en teinture et donc j'aimerais que les petits ateliers comme le mien travaille main dans la main aussi avec des industriels pour pouvoir mettre en place les modes de production un peu de demain. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un autre grand défi qui serait intéressant, c'est aussi que les designers travaillent main dans la main avec les artisans et les... Parce que souvent, quand je reçois des planches ou des envies de personnes, c'est souvent peu réalisable, hein, parce que les créateurs ne connaissent pas forcément les moyens, les méthodes de production et les caractéristiques, les inconvénients liés à ces méthodes de production. Ça, c'est des choses que j'aimerais qu'elles évoluent. Et les aspects méconnus, ben, de toute façon, le métier entier est méconnu aujourd'hui. Oui, bien sûr, par exemple, la sérigraphie fait partie, non, de plusieurs types d'impressions possibles. Donc chaque type d'impression, a ses caractéristiques et ses, il vaut mieux utiliser une certaine technique plutôt qu'une autre selon la matière, selon les motifs, selon les détails du dessin qu'on veut et cetera, non? Si on travaille sur une fibre synthétique, si on travaille sur une fibre chimique synthétique comme le polyester et qu'on veut vraiment rentrer en cœur de matière, on va travailler avec une méthode d'impression qui s'appelle la sublimation, par exemple. Travailler avec du cadre de sérigraphie. Si on veut des plaquages, etc., ou du floc, ça va être plutôt des méthodes de transfert. C'est quand même l'impression au pochoir, donc on va avoir la sérigraphie. Dans la sérigraphie, on a la sérigraphie au cadre plat, on a la sérigraphie au cadre rotatif. Et puis après, quand on va travailler l'impression numérique ou l'impression transfert, c'est encore d'autres méthodes d'impression. Mais si on a un motif, si le client il veut un motif à 8, 10 couleurs, et avec aussi des différences tonales, ben là clairement on va lui dire c'est le numérique qu'il vous faut, ce n'est pas la sérigraphie. Selon les méthodes, en fait selon la matière aussi c'est pareil, on va choisir tel pigment ou tel colorant. Par exemple pour travailler un velours, donc dès qu'on va travailler quelque chose avec du poil, on ne va pas le travailler avec les mêmes encres, on ne va pas travailler qu'une encre pigmentaire, il va falloir travailler qu'une encre faite de colorant. Tout ça c'est des petits détails Là c'est très technique pour le coup. Oui, non, non, bien sûr, mais c'est juste pour faire comprendre que justement, il y a toute cette, connaissance qui s'ajoute, voilà, la connaissance de l'ennoblissement s'ajoute, au reste en fait, à la connaissance de la matière, connaissance des étapes de fabrication d'un fil, donc
Voilà, c'est tout ça les les métiers quand on travaille, dans le textile. Même plus que la filature, le tissage est important parce qu'il faut qu'on sache si le fil est guipé, comment la matière, s'il y a de l'élastane, quel est le pourcentage de fibres naturelles, quel est le pourcentage de fibres synthétiques, est-ce que c'est un 100% naturel, bref. Il faut savoir reconnaître la matière, il faut connaître la matière. C'est ça. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Je me rappelle d'une fois, on avait envoyé un tartan, donc c'est le tissu écossais à carreaux par excellence. On nous envoie ça, on nous demande de le teindre. Et au toucher, déjà, on trouvait que c'était un peu. Ça nous a interpellés. Et à la teinture, ça ne fonctionnait pas. Le colorant ne montait pas. Et en brûlant la matière, parce que c'est comme ça qu'on peut reconnaître facilement une fibre, on brûle le fil et selon la réaction de la flamme, l'odeur, on peut savoir de quelle famille est le fil. Et on s'était rendu compte que c'était un polyester. En fait. Le polyester ne peut pas être teint en bain de teinture, ça ne marche pas. Donc tout ça, c'est très important pour le teinturier et l'imprimeur. Il se doit de connaître sa matière. Ça, c'est sûr. Et justement, parlons, maintenant des couleurs, parce que c'est ta, partie préférée. Comment, crées-tu, tes couleurs? Oui, non, quel est les processus, de ta création, des couleurs? Alors, ben, c'est à peu près pareil que ce soit en sérigraphie ou en teinture. Pour concevoir les couleurs, donc je travaille avec des nuanciers que j'ai fabriqués moi-même, voilà. Et on travaille à partir de recettes. Une couleur, on peut pas d'un créateur à un autre, on va parler de bleu canard ou de bleu marine ou le fait d'appeler une couleur ne sera jamais assez précis. Donc, les imprimeurs, on a créé la recette en trichromie qui est basée sur le cyan, le magenta et le jaune. Pour chaque couleur, on détermine la quantité de rouge, la quantité de jaune et la quantité de bleu qu'il faut pour reproduire cette couleur. Et donc, une couleur, par exemple, 5,05, eh ben, ça veut dire qu'il y a 5 parts de rouge pour 0 part de jaune pour 5 parts de bleu. Ça paraît être complexe et vraiment peu accessible comme ça par podcast. La couleur, il faut la voir pour comprendre. Mais voilà, on détermine vraiment la part de rouge, la part de jaune et la part de bleu par couleur. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que je suis dans mon atelier, j'ai donc l'échantillon que je dois reproduire, donc mes trois pots, mon pot de rouge, mon pot de jaune, mon pot de bleu, qui sont à une concentration donnée. Si je dois faire un clair, ça veut dire que j'ai un rouge clair, un jaune clair, un bleu clair. Ces pâtes-là, c'est moi-même aussi, je les fais moi-même aussi. Donc on a ces pâtes que j'appelle les pâtes mères. J'ai, imaginons, un petit gris à faire, un gris souris. Donc le gris, je sais que c'est le bleu qui est en majorité. Et après, en jaune et en rouge, c'est quasiment identique. Donc on va faire 2 tiers de bleu pour commencer, et puis on va faire un tiers de rouge et de jaune, et on va faire moitié rouge, moitié jaune. On mélange tout ça. Et on commence à tester. Après, on va étaler notre encre pour se rendre compte de la couleur. Et on la compare à notre échantillon de base. Et selon, on rajoute du rouge, du jaune ou du bleu. Jusqu'à temps d'arriver à la couleur exacte. Et donc, après, voilà, tu fais, cette pâte dans la quantité, dont tu as besoin. Donc, quand je cherche une couleur, je fais en général 100 grammes, 150 grammes de couleur. Et puis, donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait en début de semaine. J'avais un petit gris à faire et un bleu très électrique. Donc, on fait simplement 100, 150 grammes, 200 grammes de couleur. Et puis, j'ai 10 mètres à faire en imprimerie. Donc là, j'ai reproduit mes recettes, mais ce coup-ci, j'en ai fait 1 kilo. 1 kilo de gris et 1 kilo de bleu électrique pour pouvoir faire ma production lundi prochain. Et maintenant, parlons, justement de la matière, parlons du lin. Parce que je sais que tu, as déjà collaboré dans les passés avec des créatrices, des créateurs, qui travaillent cette matière.
Comment travailles-tu, cette matière et quels sont les effets textiles que tu as eu l'occasion de tester, d'appliquer? Moi, j'ai travaillé d'ailleurs les 2. J'ai travaillé la teinture et l'imprimerie sur lin et en végétal. Alors le lin, c'est vraiment une matière que je chéris. Je la trouve vraiment belle. Je trouve qu'elle a un lustré très beau, un tombé aussi très beau. C'est une matière qui danse un peu, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lin? Eh ben, le lin, il faut faire attention au lin qu'on reçoit parce que un lin qui a été mal préparé, eh ben, on peut pas bien le teindre. On se retrouve avec un lin multicolore parce que les colorants ne pendront pas partout de la même façon. En fait, le lin, naturellement de la pectine en fait sur la tige. Donc la fibre de lin, pour le petit rappel, c'est la tige qui est utilisée pour créer le fil. Et quand après le blanchiment du lin, la fibre est principalement composée de cellulose et de pectine. Cette pectine, si elle n'est pas très bien enlevée, s'il en reste, eh ben ça va créer des vrais problèmes en teinture. On aura des problèmes d'unisson. Donc là, le pré-traitement est très important. Donc en général, on fait un pré-traitement, on appelle ça des lavages enzymatiques. Donc c'est vraiment des petits enzymes, des petites bactéries qui viennent manger tac, 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 la pectine qu'il y a autour de la fibre. Il faut vraiment supprimer cette pectine si on veut avoir une teinture ou même des impressions qui tiennent bien à la matière. Donc ça, c'est la première chose. Surprenant au début, quand on voit une fibre de lin, on ne se rend pas forcément compte, on teint et là, c'est complètement mal uni. C'est parce que la pectine, elle est pas très bien enlevée. Et en plus de ça, pour stabiliser le tissage, il arrive que le tisserand en colle les fibres. C'est pour une meilleure stabilité tridimensionnelle lors du tissage. Donc ça, c'est pareil. Si ces colles-là ne sont pas enlevées par désencollage, ça s'appelle, donc ça, c'est pareil, notre tissu s'imprimera et fera une mauvaise teinture. Donc il y a pas mal de pré-traitements à faire avec le lin. Si ces pré-traitements ne sont pas faits, c'est la cata en production derrière. Donc ça, c'est la petite surprise du lin à bien savoir, bien connaître. Donc un bon désencollage ou un bon lavage enzymatique avant de commencer. Après, c'est une fibre naturelle qui prend très très bien la couleur, qui supporte très bien la teinture. Voilà, bon, faut pas trop tirer dessus parce que justement, une fois les désencollages et les désenzymages faits, la stabilité tridimensionnelle, on peut l'imaginer, hein, quand on pense à du lin, on peut vite imaginer, le tissage peut un peu s'écarter. Faut faire attention, faut la manipuler avec douceur, cette matière. Elle demande d'être assez douce quand même en bain de teinture. On a du plaisir à faire le lin, il y a rarement. Si c'est bien préparé avant, on a rarement des surprises là derrière. Ça se comporte bien. Et puis, comme je disais en tout début, il y a vraiment un lustré sur le lin qui est très beau. Ça renvoie la lumière. Tu as fait déjà de la sérigraphie, par exemple, je crois que j'ai vu des sacs, je ne suis plus sûre. Peut-être des sacs. Alors, oui, des sacs, oui, en lin, en vieux lin. Pour le coup, c'était des matières recyclées. Et puis, sinon, j'ai travaillé le lin, mais plutôt au métrage. Donc, ça, c'était tissé dans le. Je pense que ça venait des Vosges. Je l'ai imprimé, teint. Il y a pas eu l'imprimerie, c'est très bien passé également. On peut. Alors, ce qu'il faut faire attention un petit peu selon le choix de la matière. Si on a une matière qui va être assez texturée, il faut faire attention à ne pas faire de la ligne trop fine, sinon on perd notre ligne dans les textures du lin. Je me rappelle qu'on avait été obligé de grossir un peu le trait parce que la créatrice avait fait des traits bien trop fins et je lui avais dit que ça ne passerait jamais avec la texture de sa matière. Et quelle qualité du lin, du coup, tu apprécies, particulièrement? Qu'est-ce que tu veux dire par qualité? C'est qualité dans le tissage, qualité dans la grosseur du fil? Qu'est-ce que... Oui, bah, la qualité dans le sens, ça peut être effectivement sa qualité, tinctoriale, ça peut être, sa robustesse, sa résilience, bah, en général. Ah oui, eh bien, c'est ce que je t'ai dit un petit peu avant. Là, c'est vraiment
Je trouve que la couleur, la lumière, il y a un côté un peu lustré à la matière. C'est-à-dire que c'est une tige qui peut être un peu écrasée par moments. Et ça crée vraiment au niveau du spectre de la lumière. C'est comme si la lumière se reflétait un petit peu. Et on peut avoir des choses vraiment lumineuses avec le lin. Ça, c'est très beau. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est vraiment son tombé. Je trouve que c'est une matière qui a une vraie tenue, quoi. Elle tombe. Ça, c'est très beau. C'est vraiment les deux caractéristiques qui me viennent pour le lin. Sa douceur aussi. Puis, ça, j'en suis sûre aussi, c'est son côté aéré, c'est-à-dire elle s'adapte aux températures. C'est une matière pour dormir qui est formidable. Un drap en lin, voilà, ça nous garde au frais, ça nous tient au chaud, ça s'adapte. Et donc, on va bientôt terminer notre conversation. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Je sais pas. Je sais pas. Où on peut te contacter pour participer à une de tes formations, où on peut retrouver tes créations? Alors, sur mon site internet, donc www.noblisseur.com, il y a une partie de mes créations, de mes services aussi. Sinon, sur le site apph.com aussi pour venir en formation en tant que professionnel. Et puis, simplement sur mon site, il y a mon numéro de téléphone. On peut toujours m'appeler. Je suis toujours partante pour répondre et à toute interrogation sur le textile, la matière, la teinture, les colorants. Voilà, faut pas hésiter à me contacter si vous avez des questions en général. J'ai toujours plaisir à parler de la matière. Merci beaucoup, Clémence, et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, tissez des liens.